je suis là pour vous parler de l'observation, puisque je suis arrivé un peu à l'avance, donc j'ai entendu que ça faisait partie des piliers, des méthodes sur lesquelles vous avez travaillé pendant 2 semaines de manière extrêmement intensive, et puis dans la suite de votre programme. Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de parler d'observation? Parce que moi j'ai une formation d'anthropologue, ça fait partie de ces disciplines qui font de l'observation comme méthodologie de base. Et donc je vais, pendant 3 quarts d'heure, vous parler des enjeux de l'observation dans ma pratique, sachant que pour ma part, après avoir passé quelques années sur les bancs de l'université à faire des choses d'universitaire, je suis parti plutôt dans le monde dans le monde privé. J'ai travaillé à la R&D du groupe CEP quelques années, et puis depuis 4 ans comme consultant dans différents formats, mais dans l'innovation centrée utilisateur pour mettre le grand chapeau, donc avec cette composante de l'intégration des usagers dans un processus de conception produit. Je ne suis pas expert de start-up, lean start-up et ces autres méthodologies, évidemment, que vous allez mieux maîtriser que moi, mais je vais essayer de vous parler d'observation, si ça vous va. N'hésitez pas à m'interrompre, et puis si ce n'est pas clair, et si vous avez des questions, etc. Bien entendu. Donc je vais vous parler un petit peu d'anthropologie, enfin je ne vais pas vous faire l'histoire de l'anthropologie, mais je vais essayer de vous partager une partie des acquis de l'anthropologie, puisque ça fait partie de ces disciplines que les designers ont appris à redécouvrir il y a une quinzaine d'années, pour faire tous ces outils que vous essayez de manipuler aujourd'hui. Et s'il y avait une idée à retenir sur pourquoi on fait appel aux anthropologues, c'est pas parce que c'est des experts de l'exotique, c'est pas parce qu'ils ont des connaissances très fines sur les cultures du monde entier, mais c'est surtout parce qu'ils ont des méthodologies pour se mettre à la place des autres, essayer de comprendre le point de vue d'autrui. Lui, c'est Franz Boas, qui est un des pères fondateurs de la discipline. Et là, il essaie de comprendre les Indiens Kwakiutl quand ils ont des rituels. Et bien, la meilleure façon de comprendre un rituel, c'est vraiment de se mettre dedans et puis de faire comme si on était dans le rituel. Et ça, c'est quelque chose que les designers ont trouvé très séduisant. Et ils se sont dit, c'est vraiment cet état d'esprit qu'on aimerait injecter dans des processus de création d'offres produits-services. Et l'enjeu, c'est comment on s'y prend, sachant qu'il n'y a pas de recette magique, malheureusement. L'enjeu, c'est comment on s'y prend et comment on fait basculer ça vers des problématiques qui sont celles que vous connaissez mieux. Donc peut-être pas les rituels religieux, magico-religieux de la côte ouest des États-Unis, mais plutôt la conception de produits connectés. Et des gens comme Melissa Sifkin, qui est anthropologue, qui travaille chez Nissan pour essayer de toucher du doigt c'est quoi conduire un véhicule autonome aujourd'hui et comment on peut utiliser cette connaissance-là pour innover, soit pour améliorer ce qui a déjà été imaginé, soit pour générer des idées en partant de rien. Donc c'est de ça que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Juste une idée, c'est très personnel, mais qu'est-ce que c'est finalement de faire cette anthropologie? C'est une proposition. Pour moi, l'anthropologie en situation d'innovation, donc c'est prendre ces outils de l'immersion, du contact usager, etc. dans l'innovation. C'est essentiellement observer, après on interviewe aussi, on y reviendra, mais voilà, c'est se mettre en proximité de l'usage pour voir ce qui pourrait arriver. C'est ça qui est spécifique par rapport à l'anthropologie académique ou aux disciplines scientifiques, c'est ce qui pourrait arriver. En fait, ce n'est pas encore là, ça pourrait arriver. Et comment on fait? On va projeter des usagers dans ce qu'ils voudraient s'ils connaissaient clairement tous les enjeux de la situation. Alors, il y a plein de notions un peu qui se mélangent là-dedans que je vais essayer de vous partager. Il y a la notion de projectif qui est quand même très forte. Et quand on fait de l'observation, on pense plutôt observer au présent, observer ce que font les gens aujourd'hui. Évidemment, c'est un point de départ. La question très vite, ça va être d'observer ce qu'ils pourraient faire avec les premières idées que vous avez. Du coup, les phases de test dont on vous a déjà un peu parlé, pour moi, c'est des super outils d'observation en définitive. Et finalement, quoi de mieux pour observer qu'être déjà en train de travailler autour d'une pseudo-maquette ou d'un premier changement qu'on a induit chez les gens. Ensuite, c'est l'idée qu'on est en collaboration avec les usagers. En anthropo, on parle d'informateurs, alors qu'en psychologie, par exemple, on va parler de sujets, parce qu'on manipule des sujets dans un contexte, on fait varier la lumière et on voit qu'il a envie de boire un peu plus de bière ou un peu moins de ceci, un peu plus de ça. Ici, l'idée, c'est de collaborer avec les usagers. C'est à un moment donné les équiper pour qu'ils puissent exprimer des choses qu'ils seraient presque capables de dire, mais qu'ils n'arrivent pas à dire parce qu'ils sont dans le quotidien, ils n'ont pas conscience des choses. Donc, un des piliers de la méthodologie, on va y revenir, c'est finalement d'essayer d'amener les gens à mieux dire les choses, mais pas d'observer pour voir ce qu'ils font quand on n'est pas là, pour voir ce qu'ils font quand ils arrêtent de nous mentir, mais plutôt, on vous donne plus de ressources, plus de moyens pour que vous ayez plus loin dans la verbalisation de vos besoins, de ce qui est compliqué, etc. Et ça passe notamment par des maquettes qu'on va utiliser dans le temps de l'observation. Ça passe par le fait qu'on va venir les bousculer, les perturber volontairement pour qu'ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dit s'ils étaient au quotidien. Donc en fait, on va clairement provoquer un peu des choses dans une situation dans le cadre d'observation. Ce qui est peut-être contre-intuitif par rapport à une certaine idée de l'observation comme discipline, je me mets à distance, je regarde sans perturber mon environnement, ce qui est plutôt l'approche expérimentale.
Voilà, ça c'est ma philosophie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais comme ça vous voyez un peu de là où je parle. Alors, l'observation, dans une démarche de conception, finalement, ça s'appuie sur 3 piliers. Enfin, il y a 3 piliers de l'usage de l'anthropologie et de ces outils-là. Le premier, c'est qu'on va observer en contexte. Je pense que ça, on vous l'a dit, redit, mais ça reste extrêmement important d'assumer le fait du en contexte, parce que bien souvent, c'est le contexte, quand bien même l'idée est déjà cuite, elle est déjà prête, c'est le contexte qui est le critère d'adoption, qui va faire que cette idée qui est bonne sur le papier, elle va fonctionner réellement. Donc il faut être sur place pour apprécier ces spécificités de l'environnement qui font qu'une idée géniale sur le papier, elle a du mal à atterrir quand on est dans un environnement compliqué. Et je vous donnerai 1 ou 2 exemples. Deuxième pilier, c'est qu'on raconte des parcours. Là, c'est à la différence d'une étude de marché plus classique où on va demander à s'exprimer sur un besoin, on va faire des interviews sur une segmentation, enfin potentiellement une segmentation, voire des aspirations, etc. Là, on assume plutôt le côté, on regarde des déplacements, on regarde du mouvement, on regarde des parcours de vie, on regarde des transformations. On assume qu'il n'y a pas de performance absolue d'un objet, d'un service ou quoi que ce soit. On a surtout une série d'étapes. Ce qui veut dire que toutes nos observations, elles vont nous amener à raconter des parcours. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher de faire en permanence. C'est vraiment votre filtre d'analyse versus une enquête où on va devoir décrire la qualité perçue d'un objet, par exemple. Et la troisième chose, j'ai déjà dit, je réinsiste, c'est la phase de test, qui n'est pas uniquement une phase de validation d'une idée. Ce n'est pas du A/B testing avec j'ai mes 3 protos, lequel tu préfères. C'est plutôt, une fois que je bouscule un peu les gens de leurs habitudes, qu'est-ce que ça génère de positif et de négatif? Et c'est ça que je vais essayer de comprendre et qui va avoir de la valeur pour mon projet. Ça, c'est les 3 piliers, on va dire, en termes de processus. Je vais revenir d'abord sur l'observation. Je vous montre une photo d'un service hospitalier universitaire. Voilà. Question classique, vous devez améliorer, transformer ce hall d'accueil. Si je vous pose la question, alors, je ne vais pas le faire, mais enfin, allez-y si vous avez une fulgurance, c'est un peu gênant, ça prend 5 minutes et bon, voilà. Donc j'accélère un peu là-dessus. Si on prend des gens qui découvrent le sujet, on va se poser plein de questions qui sont très très bonnes, du type c'est un peu froid, finalement les panneaux d'indication ne sont pas très clairs, il y a trop d'espace. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dans son environnement et on se dit voilà ce que je pourrais préconiser d'améliorer. Okay. Ça c'est l'approche analytique plus classique. Je vais auditer une situation pour essayer de voir quels sont par rapport à un certain nombre de critères qui est améliorable. D'accord, les critères qu'on peut obtenir par ailleurs. La force de l'observation, peut-être vous l'avez déjà vu, cette slide, mais elle est vraiment chouette, c'est de se dire, je vais me mettre en situation de faire le parcours client moi-même. Et donc, si je me mets en situation d'être un utilisateur de ce centre hospitalier universitaire, quand je rentre dedans, dans certains cas de figure, je ne suis pas en tant que visiteur, je suis en tant que patient. Et donc, ce que je vois, ce n'est pas les murs que je vous ai volontairement montrés, ce qu'on voit là, mais c'est plutôt ce qui se passe là-haut. Et donc, si on veut transformer l'expérience du lieu, eh bien, c'est potentiellement sur le plafond qu'on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est vrai que c'est un exemple qu'on donne souvent, qui est vraiment très chouette, sur pourquoi l'observation, au sens de l'empathie, c'est-à-dire je me mets dans les chaussures d'autrui, c'est un outil extrêmement puissant pour décentrer sa vision des choses. Et c'est vraiment, on va apprendre en anglais, hein, c'est littéralement l'empathie, c'est se mettre soi-même dans les chaussures d'autrui. Donc méthodologiquement, c'est extrêmement puissant. Pour autant, c'est aussi extrêmement limité. Là, c'est une initiative de, je pense que c'est Ford, mais peu importe. Ils se sont dit, voilà, on va faire de l'empathie, on va se mettre littéralement dans les chaussures d'autrui. Et donc, on veut comprendre c'est quoi la mobilité quand on est une femme enceinte, on se met littéralement dans les chaussures d'une femme enceinte, physiquement. D'accord. Et là, on voit bien la limite de la métaphore, qui est que, vraisemblablement, quand on est dans ce cas de figure, on ne peut pas éprouver l'intégralité de c'est quoi être une femme enceinte. On va bien sûr on va se rendre compte on a des problèmes pour rentrer, passer une portière, mais enfin au-delà de ces 2-3 effets d'ergonomie, l'expérience subjective de c'est quoi être une femme enceinte qui conduit, inaccessible, et puis est-ce qu'il n'y a qu'une femme enceinte, est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs, etc. etc. On laisse échapper des choses qui sont extrêmement importantes. Donc ça c'est un premier point de vigilance sur lequel je voudrais insister, qui est de dire, voilà, quand on parle d'immersion, on parle vraiment littéralement de dire faire du terrain, je me mets dans la situation, je suis à la place des usagers dont je veux améliorer la vie. Le premier grand risque, c'est qu'en définitive, en se mettant vraiment à leur place,
on singe en quelque sorte ce qui fait la force de leur expérience et on se met à analyser les mauvais facteurs en réalité. C'est pour ça que la question de l'empathie est un sujet qui est un petit peu plus compliqué que simplement le fait d'y aller, alors qu'il y a déjà une étape extraordinaire, hein, je dis simplement, mais c'est déjà un premier pas qui n'est pas facile à assumer, et qui dépassait cette phase de j'observe, je regarde, et puis j'attends de voir ce qui se passe. Il y a des designers, Croupi et Visser, qui ont essayé de condenser en fait c'est quoi l'empathie et comment ça fonctionne pour que ça fonctionne bien. Et ils ont défini un petit processus en 4 étapes qui a le mérite de clarifier un peu ces steps quand on est dans une situation où on veut s'immerger dans une réalité. Le D, c'est designer, et U, c'est l'usager. Bon. La première étape, c'est la phase de connexion. La phase de connexion, c'est le moment, bien sûr, où on fait connaissance, on essaie de voir qui est qui participe. J'entendais tout à l'heure qu'on vous recommandait dans l'observation de faire l'inventaire des parties prenantes de la situation d'usage, donc ça c'est vrai. C'est très vite lister les usages. Donc la première démarche, c'est une démarche qui est exploratoire, très cognitive en fait. C'est vous faites quoi? C'est quoi votre métier? C'est quoi les grandes étapes? C'est quoi les moments clés? Comment est-ce que vous appelez les choses? Ça s'appelle quoi ce que vous faites là? Voilà, racontez-moi tous les cas de figure. Un peu, ouvrez-moi votre agenda en réalité. C'est pour ça que moi, quand je démarre un entretien, je commence souvent par cette phase de racontez-moi une semaine type, la dernière fois que. On va essayer de dérouler une temporalité pour voir c'est quoi les grands cycles à l'intérieur desquels on va essayer de travailler, pour voir un premier cadre et se rendre compte que finalement, si on fait une observation un jeudi soir, on est peut-être en train de laisser échapper plein d'autres situations très importantes pour l'usager. D'accord ? Donc l'empathie, ça commence déjà par beaucoup de réflexion et de langage et pas forcément tout de suite des émotions et de l'immersion physique. Ensuite, on va essayer de préciser pour commencer à emprunter le point de vue de la personne. On se dit, ok, j'ai compris, ce que tu fais, c'est toutes les semaines, le week-end, c'est différent. Maintenant, je voudrais voir vraiment c'est quoi la vision du monde que tu as. Et c'est là où on va parler du vocabulaire, les normes, les valeurs, ce qui est important pour les gens, qu'est-ce qu'ils aiment faire, etc. Donc on va descendre d'un cran sur quelles sont les émotions, quels sont les aspects, un peu de contenu, mais toujours en mots, toujours avec des mots, d'accord ? Pour être sûr de bien comprendre avec le vocabulaire de la personne qu'on a en face de soi. C'est extrêmement important de ne pas aller trop vite dans les émotions, etc. Parce qu'il y a un grand risque qu'on voit ses propres émotions et pas celles de la personne qu'on a en face. Et c'est seulement à la 3e étape de ce petit processus que l'émotion va intervenir et que là, on va se dire, ok, je vais essayer de ressentir les choses que tu ressens. Un peu comme mon patient de tout à l'heure qui est dans son fauteuil et qui peut être potentiellement angoissé parce qu'il sait qu'il y a une opération derrière. Cette émotion-là, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce que je suis dans un fauteuil. Moi, au contraire, quand je fais ce genre de choses, ça m'amuse beaucoup. Et j'ai du mal à ressentir tout de suite la pression que ça peut représenter. Si je n'ai pas pris le temps d'avoir les mots, etc. À ce moment-là, quand vous avez ce bagage, vous pouvez commencer à apprendre à essayer d'avoir les mêmes émotions. Et là, d'avoir ce jeu d'essai-erreur comme ça, d'essayer de tester est-ce que ma réaction elle est pertinente. Vous avez déjà eu cette situation quand vous arrivez dans un contexte culturel nouveau. Au début, on teste des choses parce qu'on ne sait pas très bien comment on doit se comporter. Et puis des fois, ce n'est pas du tout approprié, on nous le fait comprendre. Et la fois d'après, on réessaye et on s'ajuste progressivement. Et c'est exactement la même démarche. Donc on va assumer qu'on va tester. Est-ce que là, tiens, moi je me sens angoissé, c'est normal. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris ça. Ah, c'est scandaleux, ça m'énerve. Ah, toi pas. Ah d'accord. Voilà. On va essayer en fait de trouver le bon registre émotionnel au bon moment. Et là, on rentre vraiment dans l'empathie. Mais vous savez, pour y arriver, on est passé déjà par 3 étapes. Et puis, il y a cette phase, la phase de sortie qui peut paraître banale, mais en fait, une fois qu'on a fait ce travail très profond, où on est en lien avec les gens, il s'agit de sortir proprement et correctement, de prendre du recul et de quitter la personne propre, avec la qualité relationnelle qui se doit après avoir eu un échange aussi fort. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent bâclé. C'est bon, merci, au revoir, c'était sympa. Non, on prend le temps de sortir de cette situation-là également. Donc on prévoit du temps pour ça. Ça veut dire que dans votre enquête, il faut prévoir ce temps, voire se revoir pour amortir les choses. Et cette phase, elle est importante parce qu'humainement, des gens vous ont ouvert leurs portes, ils vous ont parlé de choses très intimes, mais aussi parce que c'est là où vous avez capitalisé beaucoup de connaissances. Le petit wrap-up que vous allez faire à la fin, vous allez revenir tester vos hypothèses. Ah, en fait, moi j'ai compris ça. Ah, moi j'ai trouvé ça très remarquable, très surprenant. Est-ce que je l'ai bien compris? Donc c'est le moment où vous avez partagé une sorte de première analyse des choses, après avoir vécu ce petit parcours, pour vous permettre à ce moment-là de confronter à la vision de l'usager et de faire cette phase de sortie.
Donc c'est un processus en 4 étapes très schématisé, évidemment, vous avez compris. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment que vous voyez l'intérêt d'y aller par étapes et de ne pas foncer dans l'immersion, comme parfois on le fait quand on adore ça. Mais on risque de parler de ses propres émotions et pas de celles des gens qu'on est en train d'essayer de comprendre et d'impliquer dans un projet. Alors il y a une partie que je vous ai expliqué qui est très importante, c'est d'arriver à mettre des mots sur les choses. Et ça, les anthropologues qui ont commencé à travailler dans l'industrie, typiquement dans les années 70-80 chez Xerox, IBM, qui étaient les pionniers de ce type de méthodologie, ils travaillaient beaucoup sur comment renommer le monde en fonction vraiment du vocabulaire des usagers. C'est vraiment le point de départ qui a beaucoup de valeur. Donc quand un designer de chez Xerox regardait un peu une situation de travail, bah, il voyait des salles de réunion, des Canon NP 98, etc. Enfin voilà, une approche très objective, factuelle des choses. La contribution des anthropologues, ou en tout cas des équipes qui se sont mis dans cet état d'esprit, c'est de dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque objet, chaque situation? Bah, cette salle, ce n'est pas une salle de réunion, c'est la seule salle où je peux avoir une conversation privée avec mes collègues. Et c'est ça qui fait la valeur de la salle en définitive. Ce n'est pas le fait que ce soit une salle de réunion, c'est le fait que c'est la seule où je peux avoir une conversation privée. Ce copieur-là, c'est le seul qui est capable de faire des agrandissements à partir de mes originaux. Donc pour moi, il est important, ce n'est pas un copieur comme les autres. Cet endroit-là, c'est un endroit où je peux rencontrer mes amis, etc., etc. Donc, mettre les mots des usagers, en fait, c'est reparler des mêmes choses, mais avec la fonction principale que ça représente pour les gens, au-delà de l'usage normal, au-delà des règles de ce pourquoi c'est fait. Et ça, c'est classique quand on travaille sur des zones où il y a des processus très lourds, donc typiquement dans l'aéronautique. Ça revient souvent quand j'en discute avec des collègues ou que je travaille ou dans le domaine de la santé, dans le médical. Quand on est sur des interventions chirurgicales, c'est des endroits qui sont très normés. Et c'est typiquement des endroits où on trouve plein de choses comme ça, des à côté, ça sert à autre chose que ce à quoi c'est prévu. Simplement, évidemment, au début, on vous raconte le processus normal, parce que c'est la règle. Et progressivement, à force de rencontrer les gens, on commence à avoir d'autres façons de nommer les lieux et les choses. Et on se rend compte qu'il se passe des choses dans les coulisses en réalité. Et dans les aéroports, c'est vraiment le pire, c'est des endroits, c'est des vrais passoires, où il y a toujours il se passe des choses qu'on ne devrait pas voir, mais c'est le cas normalement anormal qu'on va chercher parce que c'est la réalité du quotidien professionnel. Donc ce travail de mettre des mots, ce n'est pas juste un travail de mettre de l'enrobage pour que ce soit plus authentique, c'est vraiment un travail de découverte de c'est quoi la réalité des choses qui ont de l'importance derrière ce que je vois moi au premier degré. Donc l'enjeu, c'est vraiment de rendre explicite des choses qui sont relativement tacites, de pivoter voilà, comme c'est décrit pour la plupart des gens, et voilà comment c'est vécu de l'intérieur, même si je ne le dis pas forcément, même si moi je ne serais pas capable de l'exprimer dans un premier temps, mais c'est vraiment les mots que je vais pouvoir mettre dessus, après avoir échangé avec toi pendant 1 heure, 2 heures, ou qu'on soit déjà revu une deuxième fois, une troisième fois. Alors les méthodes concrètes pour y arriver, on parle d'observation, en réalité quand on parle d'anthropologie, on évoque un panel un peu plus large, qui réinclut l'interview. C'est une technique tellement importante, l'interview. On bâcle souvent les interviews, mais c'est le cœur. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès aux significations, il y a un moment, il faut interviewer les gens. Vous pouvez observer les choses pendant des heures. Vous êtes un très bon éthologue. Donc l'éthologue, il observe les animaux et il compte les comportements. Et il peut voir qu'il y a de la domination sociale, il peut voir 2-3 choses de ce type-là, mais il ne va jamais redescendre au niveau des émotions. Donc à un moment donné, il faut interviewer. On va observer pour voir ce que les gens font. Si on veut avoir accès aux émotions, il faut un moment s'immerger pour ressentir les choses. Et si on veut accès à ce à quoi les gens aspirent, il faut les projeter avec des objets projectifs, c'est les maquettes que j'évoquais tout à l'heure, ou des nouvelles situations de vie. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir balayer en fait, ces différents niveaux pour aller capturer ces différents aspects des problèmes qui vous intéressent. La signification qu'il y a derrière, comment ça se passe de l'utilisation, quelles sont les émotions que je vais attribuer et en quoi je voudrais me projeter, dans quoi est-ce que je voudrais me projeter de différents. Le risque, le piège, la limite, ce serait de dire moi je fais des interviews et j'essaie d'acquérir tout ça. Vous pouvez, mais ce sera forcément imparfait. Donc c'est important de bien jouer sur les différents niveaux d'approche pour accéder à ces différentes composantes d'un projet. Alors je fais un petit zoom sur l'interview. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé à en faire, vous êtes peut-être déjà très experts, mais dans le doute, je vais juste rappeler ou préciser 2-3 points qui me paraissent importants parce que faire des interviews dans une démarche ethnographique ou de terrain ou d'immersion, de rencontres usagers, c'est juste le quotidien, c'est la base. Il est tellement facile de mal faire en interview, c'est très compliqué, même si ça paraît très banal comme outil. Donc je rappelle juste 2-3 petites choses qui me paraissent très fortes. Dans une situation d'exploration, bien sûr.
La première, c'est que bon, l'interview, c'est une conversation ordinaire, donc ça va prendre la couleur d'une conversation qu'on pourrait avoir ensemble si on discute après cette petite conférence. On ne va pas commencer à formellement dire petit a, petit 2, etc. On n'a pas une liste de questions devant soi, ça c'est assez entendu. Ce qui est peut-être moins évident, c'est de se dire, en fait, on va essayer de mélanger deux façons de parler, en fait. On va à la fois demander, raconte-moi des expériences très personnelles, raconte-moi la dernière fois que tu as fait ci, parle-moi de telle histoire, de telle anecdote, donc des choses plutôt du vécu. Et puis, on va s'adresser à la personne comme s'il était expert, parce qu'il est expert de son domaine d'activité. Et là, on va dire, comment ça marche concrètement? La traduction méthodologique la plus simple de ça, c'est de dire, dans un cas, on va demander pourquoi est-ce que tu fais ça? En réalité, c'est ça le mot de conseil, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire ceci? Moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant beaucoup avec des professionnels de la cuisine. Eh bien, c'est pourquoi est-ce qu'il faut retourner le poisson à tel moment? Pourquoi est-ce qu'il faut manipuler ça avec une grande tige, etc. Pourquoi? Donc ça, c'est l'expert qui me récite le livre de cuisine, qui connaît par cœur. L'expérience, c'est comment? Comment tu sais que le poisson, il est assez cuit pour le retourner? Et là, il ne va pas me répondre en tant qu'expert de le poisson doit te faire 45 degrés à tel moment, etc. Il va me dire, je le savais parce que j'avais vu que la coloration sur les bords du poisson avait commencé à passer du blanc laiteux au blanc noisette. Donc là, il me partage son expérience, il me partage son savoir-faire tacite et une part d'émotion. Donc, un entretien, c'est vraiment manipuler ces deux registres de discours. Et si on veut vraiment avoir un guideline clair pour un peu se motiver, à bien passer de l'un à l'autre, c'est pourquoi et comment. On a plutôt tendance à parler en pourquoi assez naturellement, c'est plus facile. Si je vous demande pourquoi vous faites ça, c'est assez évident. Trouver une question en comment. Pourquoi est-ce que vous conduisez une voiture autonome? Parce que c'est intéressant. Comment vous conduisez une voiture autonome? C'est plus déstabilisant comme question, vous voyez. Mais c'est souvent des questions qui sont plus riches en termes d'expérience. Donc il faut arriver à les amener, à les poser, en reprenant souvent un cas qu'on a observé. Donc dès qu'il y a une prise de décision, moi c'est mon point d'accroche. Quand quelqu'un me raconte une situation qui m'intéresse, où il prend une décision, tout de suite mon réflexe c'est comment tu as pu prendre ces décisions? Comment tu as su que c'était bon? Comment tu as su que c'était le moment d'intervenir? Comment tu savais que c'était le bon choix à ce moment-là, etc. Donc, dès que les gens s'engagent, comment vous avez pris cet engagement? Et là, c'est un bon moment pour avoir accès à des choses très tacites sur ce qui est important pour nous, etc. etc. Autre deuxième point sur les interviews, c'est une conversation, mais qui va se déplier dans le temps avec différents niveaux de langage, on va dire. Un bon interview, c'est difficile d'avoir un bon interview en dessous de 3 quarts d'heure, 1 heure. On peut être très puissant, avoir des choses géniales en 1 quart d'heure, évidemment, mais pour créer une relation inédite, dire voilà, je rencontre la personne et je commence à avoir une histoire avec cette personne et elle commence à me donner des choses qui sont vraiment surprenantes, eh bien, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Au-delà d'1 heure quart, 1 heure et demie, ça devient compliqué d'avoir un niveau d'attention qui soit très fort. Il y en a qui sont très heureux parce qu'ils ont eu 3 heures d'interview. C'est pas possible de tenir 3 heures d'interview avec la même qualité. Il vaut mieux se voir 2 fois 1 heure qu'une fois 3 heures. En deçà, on risque de dire des choses relativement convenues. Il faut se dire que le premier quart d'heure d'interview, c'est le moment où vous allez vous présenter et vous rassurer mutuellement. Donc tout ce qui va être dit à ce moment-là, c'est simplement des choses très factuelles. C'est pour ça que moi je commence toujours par des éléments d'agenda, d'organisation, de cycle, de temporalité, parce que c'est un moment où on peut simplement se donner des choses factuelles. Et puis, au bout d'une demi-heure, on va commencer à toucher à des choses plus profondes, plus surprenantes. On va dire des choses qui se relèvent du tacite. Donc on va avoir un niveau de partage beaucoup plus fin et beaucoup plus intéressant. Au-delà de ce cycle qui correspond un peu à la grande armature de l'interview, il y a quatre rôles en fait, à adopter quand on fait ces interviews de façon ethnographique, hein, j'entends. Bon, le premier, c'est évidemment d'explorer, puisqu'on veut découvrir un nouveau sujet. Alors explorer, pour ça, on a une grille d'interview qu'on va se donner, qui est extrêmement ouverte volontairement. Donc, ce sont plutôt les dimensions de vos sujets que vous voulez successivement balayer. Donc quand je dis dimension, c'est si vous travaillez sur les mobilités, quelles qu'elles soient, les mobilités urbaines, il se pose des questions sur la raison d'être des mobilités, il se pose des questions sur le lien aux différentes technologies disponibles, il se pose des questions sur la ville et le rapport à la ville, et le rapport de plaisir, d'obligation, etc. Donc les dimensions, elles vont nous faire qu'on va s'assurer de bien balayer tous les thèmes. Et en face de ces dimensions, on va mettre des questions de relance pour nous aider à ne pas oublier, à pouvoir réaborder les thèmes. Bon. Dans cette phase d'exploration, dans cet aspect exploration, l'enjeu c'est comment être suffisamment naïf mais pas trop. C'est toute la difficulté d'arriver à poser des questions
évidente, parce qu'une fois sur deux, derrière cette évidence, il y a quelque chose de surprenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, le naïf. On a plutôt tendance à dire « Ah oui, oui, c'est vrai », rassurer les gens, « Oui, j'ai compris, c'est vrai que c'est comme ça ». Sauf que quand on fait ça, on l'empêche de dire quelque chose de différent, de surprenant, de décalé par rapport à ce que vous attendiez. Donc, être soi-même naïf, c'est une posture qui n'est pas facile à obtenir. C'est un point de vigilance à avoir. Il faut que je sois dans le doute permanent. Il n'y a pas de choses évidentes. Il n'y a pas de choses évidentes. Et ce qu'il me dit, il ne faut pas l'encourager. « Ah oui, oui, tout à fait, tu as raison, c'est vraiment ça. » Non, si vous faites ça, vous l'encouragez à dire ce que vous attendez initialement qu'il raconte. Osez les silences. Ça c'est un peu le Graal dans les interviews. Si vous êtes capable de faire un interview et d'avoir 3 secondes de silence avec votre interlocuteur, sans être mal à l'aise, c'est que vous êtes un champion de l'interview. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire, d'être dans le silence, mais de ne pas être mal à l'aise. Vous verrez ça chez vous en couple, c'est un bon indicateur. Vous verrez qu'en couple, vous pouvez le faire. Avec des amis, ce n'est pas possible. Il y a toujours besoin de relancer la conversation parce que c'est très, très dur. Mais si vous voulez être surpris, il faut absolument que les gens aient l'occasion de réfléchir ou de prendre de la distance avec ce qu'ils sont en train de faire. Si vous abreuvez de questions en permanence, c'est ce qu'on fait toujours au début, parce qu'on se dit bah, je suis là, il faut que je sois pertinent, il faut que je pose des questions, donc on court un peu après les questions. Et si vous faites ça, les gens vont se mettre en position de répondre des évidences et ils ne vont pas décoller dans le discours, ils vont rester à un certain niveau de superficialité. Donc les silences, c'est vraiment, vraiment important. On questionne, je viens de le rappeler, avec ces fameuses questions de relance, qui sont des questions de relance, et pas des questions de « Ok, est-ce que mon appareil est trop petit? Est-ce qu'il est suffisamment intéressant? Est-ce que tu l'achèterais plus cher ?» Ça, ce n'est pas des questions de relance. C'est des questions de questionnaire de marketing qu'on fait à la fin quand on a un produit très clairement défini. Donc on ne vient pas à demander aux gens directement c'est quoi le truc intéressant ou pas intéressant. La meilleure façon d'avoir des réponses sur des choses tacites, c'est de demander aux gens de décrire des choses, comment ils se mettraient en scène s'ils devaient faire les choses, mais jamais leur demander la réponse à la question qui vous intéresse. L'exemple classique, c'est si vous voulez adresser quelqu'un sur sur la moralité des gens. C'est un sujet, bon, je sors un peu de l'innovation, mais vous les interrogez sur la moralité des gens. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que c'est important de sauver les vies humaines, on connaît tous la réponse. Si je vous demande, raconte-moi, tiens, demain, il y a un tel cas de figure, tu es dans telle circonstance, il y a quelqu'un qui est en détresse à côté de toi, et raconte-moi comment tu t'y prendrais pour faire les choses. Là, par la force des choses, ces valeurs, elles vont s'exprimer de manière plus nuancée que si j'avais demandé, est-ce que tu penses que sauver les gens, c'est important? Donc on met les gens en situation de raconter ce qu'ils feraient, mais on ne leur demande pas clairement ce qu'ils veulent. On peut toujours, à un moment dans l'interview, demander, au fait, tu mettrais combien pour ce produit? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui marche? Mais on va les mettre à la fin, quand on a eu les choses profondes et surprenantes qu'on veut avoir. Sinon, on refocalise sur les aspects déjà connus d'un produit. Si d'entrée de jeu, je vous demande pourquoi cette cafetière n'est pas intéressante, ou qu'est-ce qui vous plaît ou vous plaît pas, vous restez dans l'univers de la cafetière, c'est machin pour faire du café. Alors que votre innovation, elle est peut-être sur la cafetière, c'est un objet de création de lien social dans votre foyer. Mais ça, vous ne l'aurez jamais si vous lui demandez d'entrée de jeu ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Il va se mettre en tête, j'utilise une machine à café pour le café. Donc si vous voulez décentrer, il ne faut pas faire ces questionnements directs. Donc des questions brèves, des questions ouvertes. Guider, les interviews, c'est un moment d'échange où il faut donner de la confiance à la personne. Alors, guider, rassurer. Il faut se garantir que cette ouverture, elle ne part pas dans toutes les directions. Donc il y a cette notion de fil rouge que vous avez construit préalablement dans votre guide d'entretien, mais qui passe aux idées régulièrement de faire le point. C'est-à-dire simplement dire, ben voilà, moi je crois que j'ai compris ça de toi. Ça fait un quart d'heure qu'on parle, j'ai l'impression que c'est ça, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je me méprends? On a l'impression qu'il ne faut pas le faire, on se dit que si je fais ça, je vais influencer les gens. C'est faux. Si vous le faites, vous donnez l'occasion aux personnes de dire, ah, ouais, c'est pas bête ce que tu dis, mais en fait ce que je disais c'est un peu différent. Donc partager des petits moments de synthèse, ça permet de s'assurer que vous allez avoir une bonne direction dans votre projet, en tout cas en l'occurrence dans votre échange, et que vous n'êtes pas en train de fantasmer tout seul en surinterprétant quelque chose. La réassurance, donc c'est laisser du temps, c'est simplement de dire on a le temps ensemble, on prend le temps, etc. D'avoir ce contexte favorable. Il y a plein d'autres règles, et vous imaginez bien, mais celles-ci me paraissent vraiment les quatre règles d'ancrage qui permettent de bien comprendre pourquoi un entretien, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite dans un coin. On peut toujours apprendre quelque chose en 5 minutes, évidemment. J'ai des collègues et amis designers qui sont spécialistes de ça. Ils vont dans un lieu, ils demandent aux gens « qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais pour changer ?» avec la conviction que ce qui est la première chose que l'on raconte, c'est la chose la plus forte. C'est vrai, mais dans le cadre de pensée initial, celui qu'on se donne préalablement, parce qu'on va aller directement sur
tiens, tu me demandes ça, pourquoi tu me demandes ça? Donc c'est dans telle idée, et donc on va réduire la compréhension du sujet. On va réduire le périmètre. Si vous voulez l'ouvrir, eh bien, il faut passer par des modalités plus lentes, plus naïves. On va prendre le temps de se laisser surprendre. Donc là, il y a un choix vraiment à faire, et si on est dans la réouverture du sujet, il faut plutôt partir dans cette direction. Alors, quand on fait du terrain, on va devoir recruter des gens. Recruter des gens, ça pose plein de défis. Un collègue qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, Jean-Pierre Olivier de Sardan, a fait un petit livre il n'y a pas longtemps où il a repris un peu les enjeux, les difficultés de faire du terrain. Et je trouvais ça intéressant de vous en partager quelques-uns. Les limites qu'on donne classiquement quand on fait ces démarches d'observation, on dit on va voir des gens faire quelque chose pour découvrir. La première critique qu'on donne, c'est de dire oui, mais vous perturbez la situation naturelle. C'est vrai, quand je suis présent, les gens ne font pas comme d'habitude parce que je suis présent. Ça va de soi. Alors il y a deux réponses qui sont classiquement données. La première, c'est qu'en définitive, peut-être qu'il y a un ethnographe parmi vous, je ne suis pas au courant, donc il y a quand même moyen de venir observer sans forcément perturber les choses. Donc c'est trouver une place d'acteur légitime. Et donc beaucoup de démarches d'observation passent par moi je me suis fait engager chez la personne que je veux comprendre. Je veux travailler chez des dépanneurs, je me suis fait engager dans le bureau de dépannage et j'ai amené un service, j'ai amené quelque chose pour être un acteur pertinent. L'autre réponse, c'est de dire d'accord, je perturbe, eh bien je vais en jouer. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à assumer, surtout quand on a un bagage plutôt scientifique, où on apprend vraiment à séparer l'expérimentation de l'expérimentateur. Mais c'est dire finalement, si je suis présent, je vais changer les choses, donc autant assumer que ma présence, elle perturbe beaucoup les choses. Et voir qu'est-ce que cette perturbation fait à l'équilibre des relations sociales, fait dans l'usage. Et donc pourquoi pas aller jusqu'à, à un moment donné, substituer ou enlever des choses. C'est une méthode un peu extrême qu'on utilise parfois, en disant je veux observer c'est quoi assister à une intervention comme ici, mais je vais volontairement enlever la présentation PowerPoint, ce qui m'agacerait profondément, ou enlever vos fauteuils, ou enlever des choses qui sont clés dans ce genre de relations, pour voir ce que vous allez faire à la place. Là, je pousse vraiment à l'extrême, mais c'est des méthodologies qu'on va utiliser également, en disant j'assume que si je perturbe, je ne vais pas le cacher, le mettre sous le tapis, faire croire que j'ai observé de manière masquée. Ce n'est pas le but, sinon on fait une vitre sans teint et on fait ce genre de choses. On va assumer qu'on va bousculer les choses et c'est vraiment comme ça qu'on va apprendre beaucoup. Un classique, c'est j'enlève la télévision d'une famille pendant une semaine pour voir comment les gens s'occupent. C'est ce genre d'études assez rigolotes où on apprend beaucoup sur c'est quoi finalement l'intérêt de la TV réellement. Une fois qu'elle est partie, qu'est-ce qui reste qui est vraiment important. Deuxième critique qu'on fait beaucoup à ces travaux, c'est l'encliquage. L'encliquage, ça veut dire quoi? C'est quand vous allez rentrer sur un terrain, vous allez devoir faire des observations, vous allez chercher des gens à rencontrer, et à un moment donné, vous allez avoir une porte d'entrée. C'est-à-dire que, je ne connais pas vos sujets, mais imaginons que vous voulez travailler sur le milieu de la vie nocturne parisienne, vous allez essayer de trouver soit des bars ou des clubs, ou que sais-je, où vous avez l'habitude d'aller, ou vous allez rencontrer un patron qui est partie prenant peu ou prou, et lui va dire tiens, je peux te présenter machin qui connaît X, qui connaît Y, etc. C'est souvent comme ça qu'on procède. Donc on a une porte d'entrée parce qu'on a un contact privilégié, parce qu'il y a une personne qui est plus visible qu'une autre, et on se dit on va aller toquer à sa porte. La limite de ça, c'est qu'en fait, cette personne, elle ne connaît pas tout le monde. Elle va vous dire qu'elle connaît tout le monde, mais ce n'est jamais vrai. Elle connaît le monde depuis son propre réseau. Et c'est le principe des structurations de réseau. C'est que vous avez les réseaux qui sont organisés en clics. Les clics, ce sont des agrégats d'individus qui font des groupes assez denses dans un réseau. C'est le principe de LinkedIn. LinkedIn existe parce qu'on a tous des réseaux forts et des réseaux faibles. Et LinkedIn propose l'idée que votre réseau faible va être une opportunité professionnelle pour demain. Mais on n'a pas une interconnaissance parfaite de tout le réseau. Et donc forcément, quand on rentre dans un terrain, on rentre dans une clique, qu'on le veuille ou non. Parfois, c'est très gênant. Si c'est le patron qui vous fait rentrer dans une activité, ça m'arrive régulièrement où j'observe des artisans, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, eh bien, c'est le patron qui me donne l'autorisation à ce que j'aille suivre 5 ouvriers sur un chantier. En tant que représentant du patron, puisque j'étais introduit par lui, c'est évident qu'il me faut au moins quasiment une journée pour que les ouvriers se disent « Ok, c'est pas l'œil de Moscou, on peut se parler et on peut lui montrer des choses. » D'accord? Donc ce point de départ est extrêmement important. Donc quand vous avez un terrain, un point important quand vous avez ces phases d'observation, c'est multiplier les portes d'entrée. Il faut être vraiment très vigilant en disant « Ok, j'y suis rentré par tel moyen, est-ce qu'il n'y a pas une autre porte d'entrée que je vais emprunter nécessairement si je veux être capable de regarder le problème dans toute sa complexité. Sinon, je vais regarder une vision du monde. Et les anthropologues, ils se sont très longtemps fait avoir à ces choses-là, parce qu'ils ne connaissaient pas encore bien les techniques. Un cas classique, c'est
Il y a beaucoup de noms de tribus en Afrique. Alors, tribu est un terme qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais bon, je vais synthétiser. Les explorateurs, ils faisaient quoi? Ils allaient dans un village, ils cherchaient un interprète, quelqu'un qui parlait plus ou moins le français ou l'anglais. Et puis ils passaient sur le fleuve et ils demandaient aux gens, donne-moi les noms des ethnies ou des tribus qu'on rencontre. Et donc à chaque fois, ils donnaient un nom dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas, donc ils notaient en phonétique. Et ces noms sont parfois restés très longtemps. Sauf qu'en fait, ce que la personne faisait, c'est disait, ça c'est les moins que rien, ça c'est les vantards, ça c'est ceux qu'on déteste. Voilà. Il donnait sa propre vision du monde, en fait, en donnant un antonyme, un nom qui correspondait à sa propre vision. Au même titre qu'à rebours, les Inuits, vous savez, ça veut dire l'homme avec un grand H, comme si il y avait qu'eux qui étaient des êtres humains légitimes. Donc cette erreur, on la fait tous en permanence, parce que quand on a un informateur, il nous raconte sa vision du monde. C'est très riche, mais il faut avoir une deuxième vision du monde pour commencer à trianguler, à croiser les choses. Donc l'encliquage, c'est très important d'en sortir. On dit souvent que ce sont des données non falsifiables. Quand vous faites du terrain, je pourrais le faire moi-même et demain, j'ai des autres conclusions que vous. Et c'est vrai à plein d'égards. Le terrain, c'est très subjectif puisque vous allez mettre en situation d'observer, d'avoir ses émotions, mais c'est très compliqué de reproduire la même circonstance. C'est la force et la faiblesse de ces méthodes qualitatives. Le seul conseil redoutable, c'est de travailler en équipe. Travailler en équipe au sens de travailler à observer des choses séparément et puis croiser vos observations. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qu'on néglige souvent de faire. On a plutôt l'habitude d'y aller en groupe. On est à 3 dans une équipe et donc il y en a un qui interviewe, un qui filme, un qui prend des notes. C'est bien, mais ça vous met en situation d'avoir un genre d'effet de silo, alors que si vous vous démultipliez, vous pourriez aller beaucoup plus loin dans l'analyse, dans la finesse de ce que vous allez obtenir. Ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à se calibrer. Donc ce que je fais souvent, ce qui peut être un bon conseil, quand vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur un même sujet, vous faites une première observation témoin, vous la débriefez collectivement et vous apprenez à connaître un peu vos réflexes. Ah tiens, moi j'ai un peu tendance à survaloriser le fait que les gens ont peur de la technologie. Moi j'ai un peu tendance à finalement toujours chercher la bienveillance chez les gens. Il y a toujours de bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Mais des fois ils s'ennuient et il faut savoir le dire aussi. Donc vous avez tous on a tous, moi aussi le premier, des tendances dans l'analyse. Donc harmonisez-vous, prenez le temps de faire cet exercice, de voir, tiens, face à une même situation, comment je l'interprète, pour ne pas surinterpréter la situation d'après. C'est pas représentatif. Donc là, on travaille la diversité des situations. Ça, c'est un autre point qui revient souvent, c'est oui, mais 5, 10, 15 personnes, c'est pas représentatif. Qu'est-ce que je fais avec 15 personnes? C'est clair, l'enjeu, c'est pas d'avoir de la représentativité, c'est d'avoir de la diversité. Et donc, toute la démarche, c'est de venir essayer de trouver des gens qui, à chaque fois, vont apporter quelque chose de différent. Il y a un principe qui fonctionne assez bien dans ces méthodes-là, qu'on appelle le principe de saturation, qui consiste à dire que tant que je fais un interview et que je découvre quelque chose de nouveau, je continue. Et à un moment donné, je ne vais plus rien apprendre. Et là, je vais commencer à me tasser dans cette phase d'enquête. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, on vous parlait de 5 interviews. C'est vrai qu'après 5, ce qui est connu, effectivement, c'est que débugger une application en 5 interviews, oui, on a 80% des cas d'usage qui sont levés. Ça a été démontré de manière empirique. Dans une démarche d'exploration, 5 interviews, on dégrossit. Mais c'est bien d'avoir plusieurs boucles, plusieurs allers-retours pour commencer à construire un peu de volume et avoir des cas d'usage un peu différents. Et puis, c'est très subjectif. Tenez un journal de votre démarche d'enquête. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas des poètes maudits, on n'est pas là pour faire un livre comme ça sur ce qu'on a vécu. C'est le petit outil vraiment fort de ce type de démarche. J'ai le petit carnet dans lequel je note ce que je suis en train de vivre au moment où je le vis. Pourquoi c'est important? Quand vous faites ça, vous êtes dans une démarche finalement proche du quotidien. Et donc, c'est le sens commun qui va tendre à l'emporter en permanence. Et vous allez mélanger ce que vous avez analysé avec ce que vous avez réellement observé. C'est naturel, c'est l'être humain. Le petit carnet, c'est ce que vous allez à chaud, après avoir fait une observation en interview, c'est là où vous allez noter vraiment d'un côté les idées que vous avez eues, de l'autre, les choses que vous avez vues ou entendues qui vous ont marqué. Et vous prenez le soin de vraiment séparer dans votre petit carnet les deux colonnes. Parce que je vous garantis que le lendemain matin, vous serez déjà en train de mélanger les deux et vous prendrez pour argent comptant vos convictions et vous oublierez les observations qui ne rentrent pas dans votre modèle mental. Donc ce petit carnet, c'est vraiment un petit outil très simple, mais qui vous permet de rentrer dans cette démarche de je suis vigilant à ce que j'ai noté et je suis très transparent avec moi-même sur ce qui est vraiment vrai et ce que j'ai fantasmé ou je voudrais découvrir.
C'est des principes, vous voyez, c'est très qualitatif au sens, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Ce n'est pas des conseils où je peux vous dire, vous avez un algorithme et vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais l'idée générale derrière, c'est comment je fais pour être transparent avec moi-même, en définitive. Comment je fais pour me garantir que ce que je fais, je ne suis pas en train de me mentir à moi-même. Et c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Maintenant, quand on parle d'observation, on peut aussi s'appuyer sur certains réflexes, sur certaines façons d'analyser qui sont très récurrentes et qu'on retrouve dans beaucoup de terrains. Donc une approche qui est récurrente et qui fonctionne bien, c'est de dire je suis en train de découvrir l'adoption d'un nouveau produit. Pas qu'il est réellement nouveau sur le marché, simplement je vais donner quelque chose aux gens de manière à ce que devant moi ils découvrent comment ça se passe. Et ce qui est assez intéressant, ça a été démontré notamment dans le cas du Roomba, mais dans plein d'autres sujets. Au bout de 2 semaines, alors je sais que vous avez là 2 semaines pour cette fois-ci, mais là on vous partage des bonnes pratiques pour au-delà. Au bout de 2 semaines d'adoption d'un nouveau produit, eh bien, du potentiel, en tout cas du potentiel très large que peut avoir ce nouveau produit, vous avez déjà construit vos routines et on observe que ce que vous faites avec après 2 semaines, c'est ce que vous faites avec après 6 mois. Alors il y a un modulo quand on est dans le service, etc. Mais ce que vous compreniez, c'est que très rapidement, les usagers font le tri en ce qui a vraiment de l'importance. Ils butent sur des difficultés et ils ne vont pas passer 4 mois à chercher à lever ces difficultés. Soit ça passe, soit ça casse. Et donc ils abandonnent très vite. Et donc si on donne quelque chose de nouveau et qu'on se voit 1 fois, 2 fois en 2 semaines, on a déjà une bonne base pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui va bloquer l'usage. Dans le cas du Roomba, ce qui était très, très régulier, donc le Roomba c'était le petit aspirateur robot, donc au début que cet objet existait, ils ont observé ça en Suisse. Et finalement, un point qui était très très critique, c'était le fait que pour que ça fonctionne, on ne le voit pas sur ces images-là, mais il faut quasiment nettoyer la pièce préalablement, parce qu'il faut lever les meubles, il faut enlever les câbles, etc. Et ça, c'est un autre apprentissage qu'on voit beaucoup dans les sujets et qu'il faut absolument chercher. Et c'est pour ça que je parlais du contexte tout à l'heure et j'y reviens maintenant. Pourquoi le contexte est décisif? Parce que bien souvent, ce qui fait l'échec de l'adoption d'un produit, ce n'est pas tellement ses qualités intrinsèques, mais c'est la difficulté qu'il a de trouver sa place dans l'environnement. Dans ce sujet, je travaillais pour une start-up qui faisait pour le dire simplement, qui facilitait la prise de vue dans les supermarchés de linéaire pour avoir un calcul automatisé de part de produits. Donc pour que le représentant de chez Unilever puisse dire moi j'ai bien mes 35% sur la catégorie X et Y, conformément à ce qui avait été négocié au siège. Et donc c'est un outil qui effectivement permet de gagner considérablement de temps par rapport à une prise d'information logicielle classique comme c'était fait avant, où il fallait compter 3 rangées 2 et faire des calculs. Donc l'outil a une promesse très forte. Mais ce qu'on observait en situation, c'est que pour qu'il fonctionne, il fallait que la responsable de rayon, enfin la commerciale plutôt, nettoie entre guillemets tout le rayon pour que dès qu'il y avait une référence vide, elle posait un pot à l'envers. Il fallait renettoyer pour que la photo soit propre. Enfin bref, pour pouvoir faire un calcul très rapide de 3 minutes, il fallait un quart d'heure de préparation de l'environnement. Et ça, ce qui était très critique dans ce sujet-là, on le retrouve dans quasiment tous les sujets. C'est-à-dire que votre nouvelle performance détruit une routine et transforme autre chose. Et c'est très important d'aller repérer ces choses-là, l'anticiper le plus tôt possible. C'est pour ça ce qu'on va beaucoup regarder, c'est les objets. Alors on parle d'interview, on parle d'humain. Ce qui est très intéressant, c'est de se focaliser sur les objets et de faire un point de départ pour observer ou pour interviewer. Dans cette étude, je prends vraiment parce que je trouve qu'elle est très exemplaire là-dessus. Chez Intel, ils travaillaient sur la prospective des usages automobiles. Et donc, l'idée, c'était de comprendre ce qu'on fait dans un véhicule et comment l'enrichir au niveau numérique. Plutôt que de faire des suivis de personnes, ce qu'ils auraient pu faire par ailleurs, c'est-à-dire classiquement de faire ce qu'on appelle les méthodes de go-along. Donc les go-along, c'est je suis avec un usager et je l'accompagne pendant une journée ou un moment de vie qu'on va définir ensemble. Eh bien, plutôt que de faire cette approche-là qui est intéressante mais et assez chronophage, ils ont ouvert des voitures qui avaient 1, 2, 3 semaines de vie, c'est-à-dire qu'elles venaient d'être données elles venaient d'être acquises à des propriétaires. Là, ils n'ont pas donné des voitures pour le test. Et là, ce qu'il y avait dans leur voiture après 2 ou 3 semaines. Et donc la méthode d'enquête consiste tout simplement à faire parler les gens sur « mais vous faites quoi avec tout ça ?» et racontez-moi sur base des objets ce que vous en faites, c'est quoi votre quotidien. Donc ça a le double intérêt que c'est très facilitateur comme interview. Quand on met des objets aux gens, c'est beaucoup plus facile pour eux de parler. Et donc quand je disais que l'enjeu c'est de les aider à verbaliser les choses, tout ce qui est trace d'activité, on va appeler ça trace d'activité, donc tout ce qu'ils ont généré quand ils font quelque chose, quand on les remet sous la main, c'est un très très bon relais pour faire des interviews.
Donc ces traces d'activité, vous pouvez soit les créer vous-même, très simplement, je vous photographie en train de faire quelque chose et je vous montre les photos et vous me commentez ce qui se passe, soit vous produisez réellement des traces, des notes. Ça peut être un meuble qui a été bousculé, ça peut être tiens, mais si je fais la photo de ça maintenant, si on regarde ça ensemble, qu'est-ce qui s'est passé autour de ça, vous voyez? C'est des choses qui restent. Moi, ce que je fais beaucoup d'interviews quand je travaille en cuisine, sur la cuisine après la cuisine. Donc le lieu cuisine après avoir cuisiné. C'est un genre de chantier comme ça où il y a plein de choses dans tous les sens et on refait l'histoire derrière. Ça marche très très bien. Donc trouver les traces, c'est une bonne façon de faire parler les gens de manière très, très juste sur ce qu'ils ont vécu versus un fantasme de ce qu'ils font d'habitude. D'ailleurs, on ne demande jamais aux gens qu'est-ce que vous faites en général, parce que là, à ce moment-là, ils inventent une sorte de projection positive d'eux-mêmes. Vraiment, en général, je mange très sainement. Et vous allez me demander qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et là, c'était beaucoup moins sain. J'ai mangé un cookie à midi. Voilà. Donc, et c'est la réalité de ma vie, et c'est ça qui est intéressant à saisir. Donc, travailler avec les objets, ça permet de vraiment ancrer dans le réel. Et on peut pousser même le vice à dire, mais finalement, c'est les objets qui deviennent les enjeux d'observation. Alors là, je sais que je vais un peu loin, mais c'est un peu anecdotique, mais je trouve ça intéressant. Ça, c'est des chercheurs néerlandais qui ont travaillé sur les objets connectés, et ils ont carrément mis des petites caméras portables sur les objets du quotidien pour avoir vraiment le point de vue de l'objet, en fait. Alors, c'est quoi la valeur de ça? C'est de se rendre compte que finalement, ce qui peut paraître extrêmement trivial, j'en conviens, mais qui, une fois qu'on l'a compris, devient intéressant, c'est que pour que ma théière fonctionne, il faut que ma bouilloire elle ait fonctionné avant. Et donc, les objets, il se passe des choses entre eux quand il y en a un qui fonctionne et l'autre qui fonctionne à côté. Et ça, l'usager ne le voit pas forcément, il ne s'en rend pas compte. Alors que si on prend le point de vue de l'objet, on peut raconter des personas d'objets, le monde vu au prisme des objets, et ça ouvre à quelque chose parfois d'intéressant. Alors là, c'est vraiment de la recherche méthodologique sur de la recherche méthodologique. Donc, c'est-à-dire qu'ils explorent des nouveaux outils. On est bien d'accord, ça va assez loin. Mais l'idée qui est très forte, c'est de dire on peut suivre les objets. Et il y a vraiment eu des travaux qui ont été faits là-dessus, très opérationnels. Notamment chez Microsoft, ils ont beaucoup travaillé sur la numérisation du papier. C'est un grand enjeu pour eux, en disant on peut tout numériser. Comment ça se fait qu'on n'a pas déjà des écrans partout et qu'on a encore des gens qui travaillent sur du papier? Donc pour comprendre ce mystère, ils ont suivi des documents papier. Et donc ils voyaient quelqu'un écrire un rapport, ils accompagnaient la personne qui écrivait le rapport, et ils allaient dans le bureau de celui qui l'utilisait et regardaient ce qui se passait, puis ils suivaient le rapport chez le bureau du voisin et se rendaient compte que le rapport il était corrigé par 40 personnes, ce qui expliquait que c'était beaucoup plus simple de l'annoter sur un seul que d'en avoir 40 versions numériques, etc., etc. Donc suivre les objets, c'est aussi une manière de faire ces parcours de manière pertinente pour l'observation, même si là c'est un peu extrême. De combien de temps j'ai encore d'attention de votre part avant que vous vous effondriez ou que vous deviez tous partir pour que je module la fin de mon petit exposé? 10 minutes? Ça fait consensus? Allez, 10 minutes. De toute façon, après, on échange en direct. Je vais vous partager 2-3 choses. Je vais vous partager 2 choses. La première, c'est quand même un point intéressant sur le recrutement, parce que c'est le recrutement qui fait la qualité de votre travail. Bien sûr, il y a votre attitude sur le terrain et la façon dont vous allez vous comporter quand vous êtes en train d'observer, de prendre des notes sur les comportements que vous voyez. Mais le qui vous observez est vraiment extrêmement important. Quand on est dans des situations d'innovation qui peuvent être un peu plus radicales, ce qu'évoquait la slide d'avant que je passe un peu rapidement, la problématique, c'est que vos usagers n'existent pas encore, ou plutôt vous avez vocation à aller chercher, d'une manière générale, des usagers qu'on va appeler extrêmes, au sens où ils s'éloignent du mass market classique, puisque ces gens-là s'accommodent très très bien de ce qui est déjà offert. Donc ça ne sert à rien d'aller les rencontrer, puisqu'ils vont vous raconter que bon an, mal an, ça fonctionne bien, avec des mots plus savants, enfin en gros c'est ce qu'ils vont vous dire. Donc c'est toujours pour ça qu'on va chercher à aller un peu voir les extrêmes. Simplement la façon de les mobiliser ne va pas être la même. Donc les fameux lead users dont vous avez entendu moult fois parler, c'est extrêmement intéressant de travailler avec ces usagers qui sont en avance de phase en quelque sorte, parce qu'ils ont un regard très technique en général sur les choses. Ils ne sont pas forcément très bons pour parler de l'usage, parce que ce n'est pas leur truc l'usage. En fait, eux, c'est des bidouilleurs, des gens qui déconstruisent et reconstruisent. Donc ils ont une conviction très forte sur l'usage, qui est en fait très personnelle. Ce n'est pas des experts de l'usage en général, mais ils sont très bons pour essayer de comprendre autrement le fonctionnement de quelque chose. Ce qui est intéressant avec les lead users, c'est que pour les recruter, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. C'est pas je me lève un matin, je vais appeler un lead user, ou ce n'est pas le blogueur forcément le plus influent. Ça peut être, on peut partir de là. Il y a une méthodologie qui est intéressante pour les recruter. Il faut prendre son bâton de pèlerin et aller voir des gens qui sont affichés comme influents et faire une petite démarche qu'on appelle le pyramidage, qui consiste à dire, eh bien, je vais voir cette personne influente et je vais lui demander, mais toi, c'est qui t'influence?
Et cette personne qui l'influence, vous allez la voir, et c'est qui t'influence, etc. Et vous allez remonter la pyramide jusqu'à trouver l'influenceur génial qui lui va vous dire, mais attends, ok, je suis un très bon cuisinier, mais moi, celui qui m'influence, c'est un chimiste. C'est la chimie qui m'a tout appris. Et donc, vous quittez votre pyramide et vous allez dans un autre univers et vous remontez les influenceurs, etc. Donc, la recherche de ces influenceurs, c'est une quête, ça prend du temps, mais c'est très, très puissant. Alors, influenceur n'est pas le mot d'ailleurs, hein, c'est vraiment les lead users au sens de bricoleurs de génie qui vont être en capacité de déconstruire et reconstruire votre problématique avec un regard inédit que vous n'avez jamais vu. Ça prend du temps, là il n'y a pas de secret. Il y a bien des cabinets spécialisés en recrutement de lead users, mais au final, ils deviennent tellement experts que ça devient du discours d'influenceur. Donc c'est la stratégie. Les autres personnes très précieuses que vous allez chercher, ce sont les non-utilisateurs. Donc si on est dans l'autre extrême hein, de ma gaussienne de l'usage, avec ceux qui sont très très en avance et ceux qui sont derrière, qui ne sont pas en retard, c'est juste qu'ils sont hors, c'est le non-usager. C'est vraiment un très bon levier de trouver des non-utilisateurs. La difficulté, ou plutôt l'intelligence à mettre là-dessus, c'est de dire les non-usagers, il y a plusieurs raisons de ne pas être utilisateur. Et c'est là où il y a souvent du micmac et on peut se tromper largement. Là, c'est une étude assez classique pour les gens qui aiment bien la sociologie de l'innovation, peu importe. Sur Internet, on avait regardé en Finlande, dans des villages, qui étaient les gens qui n'utilisaient pas Internet. Mais il y avait ceux qui ne voulaient pas, parce qu'ils trouvaient qu'Internet, c'était une mauvaise chose pour la société. Ça, typiquement, c'est des mauvais, entre guillemets mauvais. Ils ont tout à fait la légitimité de le faire, mais si vous voulez tester un système qui utilise Internet, là, vous allez buter sur des pétitions de principe. Vous n'aurez rien. Il y a ceux qui trouvent ça ennuyeux, onéreux, il y a mieux ailleurs, ils le rejettent parce que ce n'est pas assez efficace. Là, c'est des non-utilisateurs très pertinents, parce qu'ils ont quelque chose à apporter, ils ont trouvé mieux ailleurs. Mais il y a aussi les exclus, ceux qui n'ont pas accès. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent la réflexion sur la performance et beaucoup moins la réflexion sur comment j'arrive à acquérir ou à pouvoir réaliser, utiliser le service ou l'objet que je vais concevoir. Et donc, voir ceux qui n'ont pas accès, c'est quoi les freins pour accéder à cette chose qui a l'air évidente. Je me la mets sur une vitrine et tout le monde va la acquérir parce que c'est tellement génial que tout le monde en veut. Et il y a ceux qui sont sortis, qui ont accidentellement perdu les accès. C'est plutôt ceux qui n'ont plus la capacité d'être dans le système. Et là, on est plutôt sur les problématiques du X, d'usabilité, d'interface, mais qui restent des problématiques extrêmement fortes. Donc c'est un exemple assez trivial sur un truc qui paraît déjà préhistorique, l'Internet des débuts, mais pour que vous voyez bien que non-utilisateur, ça recouvre plusieurs dimensions. Et donc il y a un vrai enjeu à bien travailler son non-utilisateur et aller chercher des non-utilisateurs vraiment pertinents. Et ce que vous faites pour les usagers, vous le faites aussi avec les situations. Au début, vous avez une situation de référence, comme on dit en ergonomie, donc le cas d'usage idéal. Eh bien, quand vous voulez être surpris, vous allez chercher un peu à réouvrir ce cas d'usage idéal. Soit en disant, mon cas d'usage idéal, je vois ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est le plus classique. Mais ça veut dire, on se donne je veux faire un matériel de pêche génial, on ne se donne pas rendez-vous au bord du lac, on se donne rendez-vous la veille à récupérer des asticots, je ne sais pas où. Et après, d'accord, on va étendre la temporalité. On va chercher à avoir des extensions thématiques. Je vais un peu vite, mais typiquement sur une étude qu'on avait réalisée, on est passé de l'argent aux cartes de fidélité, parce que dans le chef des usagers, ça avait le même territoire sur la capitalisation de la valeur. Donc ce n'est pas du tout la promesse qu'on avait eue initialement avec notre client. On leur a pas dit on va travailler sur la carte de fidélité, mais on a été voir un territoire à côté qui était contigu pour délivrer des choses qui étaient plutôt pas mal. Ou bien on va en analogie. Ça, c'est une mission que je n'ai pas réussi à vendre, mais elle nous fait tellement plaisir, je la repasse à chaque fois. On voulait travailler sur les cantines, et ce qui nous revenait tout le temps, c'est oui, mais c'est très contraint de faire de la nourriture de qualité dans une cantine, c'est très compliqué. Donc on a dit, on va y travailler dans les avions en première classe. C'est très contraint et très compliqué aussi. Pourtant, ils font des choses pas dégueu. Donc voilà, comprendre par analogie comment autre chose est possible. Ou bien enfin, les extrêmes. C'est justement, on veut travailler sur la randonnée, on va avoir des randonneurs qui font vraiment du trail ou de la mule, donc des systèmes de randonnée avec des portabilités très fines, etc., etc. Donc au même titre qu'il y a des usagers extrêmes, il y a des situations extrêmes que vous allez plutôt vocation à aller chercher pour regarder les choses autrement. C'était mon premier point de mes 10 minutes, je vous en passe quelques-unes. Et je voulais juste évoquer 2-3 points sur les maquettes. Pourquoi les maquettes? Et je finirai avec ça. C'est évident que vous allez maqueter, faire des tests, etc. Vous allez sûrement avoir des modules dédiés. C'est fondamental de maqueter pour être itératif. Le point qui est peut-être moins entendu d'habitude et sur lequel je voudrais insister 2 minutes, c'est de dire que ces phases de maquette sont aussi des phases d'exploration. Et dans un certain sens, on peut s'autoriser, de mon point de vue, à très vite passer dans ces phases de maquettage, non pas pour tester est-ce que tu préfères la A ou la B,
mais plutôt si je change la situation de vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Et est-ce que je ne peux pas amener les gens à s'exprimer aussi autrement sur leur propre situation? Donc carrément, deux types de maquettes. Les maquettes où on génère des choses qui sont inédites. Donc c'est typiquement le magicien d'Oz. Donc le magicien d'Oz, c'est la technique qui consiste à faire semblant qu'un système fonctionne en utilisant des choses très économiques. Donc là, ce produit que vous pouvez maintenant acheter, c'était juste des petits bouts de papier pour faire des écrans et un PowerPoint pour simuler une application. Mais comme on demandait aux gens de cuisiner, et qui cuisinaient dans un lieu de cuisine, eh bien, ça prend toute sa signification. Et on peut vraiment interroger sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et on n'a pas fait un travail d'observation dans les cuisines classiques parce qu'on aurait beaucoup moins appris que d'aller directement avec un pseudo-objet connecté. Donc ça, c'est un axe. L'autre axe, c'est de perturber, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc quand on enlève quelque chose ou qu'on vient faire des choses complètement anormales pour voir ce qui se passe et un peu tester les limites du système. Il y avait un sociologue américain très connu pour demander à ses étudiants de faire des choses improbables du type « À ton repas de Noël, tu réponds que par oui à tout ce qu'on te demande ». Et pour voir jusqu'où ça tenait dans les repas de Noël, évidemment ça pétait à un moment donné, mais pour voir sur quoi repose le lien familial dans des situations de ce type. Il s'appelait Garfinkel, il aimait bien un peu perturber ses étudiants. C'est fournir des objets pour que les gens maquettent eux-mêmes. Et ça, le design participatif le fait depuis les années 90. Les premiers travaux à l'avoir fait, c'était dans les rotatives des presses de Stockholm, un journal à Stockholm, il fallait les numériser. Et donc plutôt que de numériser, de pousser la numérisation dans l'entreprise, eh bien, ils ont proposé des maquettes d'interface et ils ont demandé aux usagers de les concevoir. Évidemment, la maquette finale n'a pas été la maquette proposée par les usagers, mais ça a permis de voir quelles étaient les choses qui leur paraissaient importantes, sur quoi il fallait mettre la vigilance dans ce travail de conception. Et bien ça, dans l'enquête de terrain, vous pouvez aussi créer des objets qui facilitent la prise de parole. Dans cette étude-là, c'était une de mes étudiantes dans une école de design. Léa travaillait sur des lieux d'accueil pour travailleurs réfugiés. C'est très difficile de faire verbaliser sur c'est quoi l'expérience utilisateur d'un lieu d'accueil de personnes réfugiées à des gens qui ne parlent pas français, qui sont en situation de précarité, de stress extrême, etc. Et donc pour arriver à avoir un discours et un contenu, elle a travaillé sur des outils de médiation, des outils qui permettent de faciliter la prise de parole. Et notamment, ce qu'elle a fait, c'est des petits transparents qu'elle posait sur un support en bois pyrogravé avec des petits axes pour guider le support, où dessus était pyrogravé le lieu de vie. Et ils devaient dessiner des parcours à la main et mettre des gommettes sur les lieux qu'ils aimaient, les lieux qu'ils n'aimaient pas. C'est très simple, mais ça permet vraiment à ce moment-là d'avoir un vrai échange et de construire son enquête. Vous allez me dire, toutes les situations ne sont pas aussi compliquées que ce cadre-là, je suis d'accord. J'ai travaillé pour APRR sur c'est quoi faire une pause sur une aire d'autoroute. Quand vous demandez aux gens c'est quoi faire une pause, je ne sais pas, je m'arrête, c'est comme ça. Voilà, c'est très compliqué d'avoir un discours fort là-dessus. Jusqu'au jour où on a remarqué que beaucoup de gens buvaient leur café, téléphonaient et se changeaient à côté de leur voiture alors qu'il y avait une aire d'accueil à 20 mètres. Donc ça nous a surpris. Et donc on a développé un petit jeu de cartes où on demandait aux gens dans les aires d'autoroute, tiens, juste posez-moi, où est-ce que vous faites quoi dans une aire d'autoroute? Et du moment où ils avaient posé ça sur la table, ils se disaient, ah mais j'avais jamais réalisé que, on a pu commencer à avoir des interviews et des observations riches sur qu'est-ce qui se passe sur une aire d'autoroute. Donc créer ces petits objets, c'est un moyen d'aider à la prise de parole. Et je finirai avec ces deux derniers exemples, puisque le digital à ce moment-là devient un vrai relais. Un classique, ce qu'on appelle les Beeper Studies. En fait, c'est deux psychologues qui travaillent sur le bonheur dans les années 80. C'est vraiment des chouettes travaux par ailleurs. Csikszentmihalyi, qui est vraiment expert du sujet. C'est très compliqué d'évaluer la notion de bien-être subjectif des gens. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous êtes heureux dans la vie. Vous allez me dire que ce n'est pas très crédible, parce qu'on sait bien qu'il y a des biais de reconstruction. Donc en fonction de comment ça se passe, je vais tendance à surévaluer ou sous-évaluer la façon dont je me sens au quotidien. Et donc, ce qu'ils ont inventé, c'est des beeper studies, c'est-à-dire que les gens avaient des petits beepers et tous les X temps, ils avaient un message qui apparaissait et ils devaient à ce moment-là, très précisément, renseigner comment je me sens à ce moment-là. Et cette matière, ils l'ont collectée et ils ont pu produire des journaux comme ça de bien-être subjectif et avoir une approche beaucoup plus objectivable que s'ils avaient suivi les gens, parce qu'effectivement, ça aurait été compliqué qu'ils puissent verbaliser. Donc, tous ces outils qui vont vous permettre à distance de faire une sorte de reporting, sont très intéressants. Ça va depuis l'interface web qu'on crée dédiée, des petits messages qu'on envoie dans ces circonstances équivalentes, voire des carnets d'observation. Les gens possèdent un petit carnet où ils prennent des notes eux-mêmes et qui peut être plus ou moins bien designé pour les aider à relever des choses. Mais là, il y avait des besoins d'aller beaucoup plus loin. L'autre outil, les Cultural Props, qui est un classique aussi, qui est vraiment un super outil comme ça d'échange. Les Cultural Props, c'est une sorte de petite boîte à outils avec des choses assez ludiques, comme des cartes postales pré-timbrées, un vieil appareil photo jetable, ça existe toujours et c'est toujours très ludique, des missions, des objets à positionner dans l'environnement. Et donc vous donnez ce pack
et les gens doivent jouer avec ce que vous leur avez donné. Donc un exemple, ça va être, si je veux travailler sur cet espace-ci et comment faire pour améliorer la qualité de ce lieu, eh bien dans votre pack, à un moment donné, vous allez dire jour 3, pose ces 5 étoiles sur les endroits qui te plaisent le plus dans le lieu et prends-les en photo. Et donc vous allez faire cette mission-là, vous allez faire remonter ces choses et puis vous débrieferez ensemble. Ça s'appelle les Cultural Probes. Ce n'est pas de l'enquête, c'est un peu projectif, c'est un peu créatif, mais c'est surtout un moyen de libérer la parole des gens sur des choses parfois très triviales et très surprenantes. Et j'en finirai avec ce dernier exemple pour vous laisser un peu de temps d'éventuelles questions. Merci de votre attention.